Nous en sommes maintenant rendus à la semaine numéro 7 du cours d'analyse chimique, analyse et cristalline, c'est-à-dire analyse chimique de base. Je reprends tout simplement là où j'en étais rendu. Donc, j'avais commencé à aborder le sujet de l'analyse par fluorescence X afin de vous expliquer les bases et les grands principes fondamentaux sur lesquels repose l'analyse chimique par fluorescence X des échantillons en métal, des alliages métalliques. Je vous avais expliqué à la dernière capsule comment on pouvait produire des rayons X en utilisant un tube à rayons X. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, je poursuis avec les bases sur la fluorescence X. Donc, j'avais expliqué aussi à la capsule précédente les principes physiques en ce qui a trait à la fluorescence. Donc, on se rappelle que l'effet de fluorescence consiste à bombarder des atomes. Donc, en l'occurrence, les atomes contenus dans un échantillon métallique. Donc, tant le métal de base que les atomes en tant qu'éléments d'alliage vont être exposés à un rayonnement X incident provenant d'une source. Nous, notre appareil, c'est une anode de molybdène qui émet par excitation, tel qu'on l'a vu à la capsule précédente, qui va émettre quelques longueurs d'onde de rayons X. Une en particulier qui va servir, qui va être collimatée sur l'échantillon. Donc on va on va donc obtenir un faisceau relativement étroit en ce qui concerne notre appareil au département. Donc un faisceau assez étroit collimaté sur l'échantillon et avec un certain angle, le rayon X va percuter et traverser, pénétrer à l'intérieur de l'échantillon et exposer un certain nombre d'atomes dans l'échantillon au rayon X et donner lieu à l'effet de fluorescence que j'ai expliqué ça aussi à la capsule précédente, mais je le rappelle quand même parce que c'est important. Donc, l'effet de fluorescence en physique consiste à bombarder des atomes par un rayon X. Donc, les photons du rayon X incident vont pénétrer à l'intérieur des atomes et percuter les électrons des premières couches près du noyau. Donc, les couches K, L et M sont les plus souvent sollicitées par le photon incident. Donc, les électrons vont recevoir ces photons, recevoir l'énergie, comme le fait un peu comme une balle de billard, deux balles de billard qui se frappent. Donc, le photon va frapper les électrons des premières couches et si l'énergie du rayon X est suffisante, ce qui est généralement le cas pour permettre l'analyse par fluorescence, l'électron percuté va acquérir suffisamment d'énergie provenant du photon incident pour quitter l'atome et donner lieu à un remplacement, donc la place laissée libre par l'électron qui est percuté et ionisé. L'atome est donc ionisé, il perd un électron. Donc vous voyez l'électron rouge là, qui quitte l'atome. Ben, il va être remplacé par un électron provenant d'une couche supérieure, soit provenant de la couche L ou M, le plus souvent provenant de la couche L. Et l'électron va donc émettre, l'électron remplaçant va à son tour émettre un rayonnement X caractéristique, donc d'une énergie bien précise correspondant à la différence d'énergie entre son niveau de départ et son niveau d'arrivée en remplacement du premier électron qui a quitté l'atome. Donc, dans l'appareil à fluorescence X, il y a donc deux composantes principales, en l'occurrence la source de rayonnement X et le détecteur qui est placé à un certain endroit pour recevoir le rayonnement de fluorescence X provenant du phénomène de fluorescence X des atomes de l'échantillon. Et si on a plusieurs atomes différents contenus dans un même échantillon et auxquels sont exposés euh, au rayonnement incident à l'intérieur de l'échantillon,
Ben, chaque atome, puisqu'il est différent au niveau de sa structure, ils sont différents au niveau de leur structure électronique, ils sont différents au niveau de la valeur intrinsèque de leur niveau d'énergie respective. Ils vont donc être différents au niveau de l'énergie du photon qu'ils vont émettre. Ils vont émettre des énergies différentes et qui vont être tous reçus, toutes reçues au détecteur, qui est représenté par une type, un morceau de couleur cuivre. Là. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait de cette couleur-là sur l'image, mais le détecteur est représenté en brun sur l'image. Donc vous avez à la fois la source et le détecteur. Nous allons maintenant nous intéresser d'un peu plus près sur justement le détecteur utilisé généralement en fluorescence X. Donc, avant de s'intéresser au détecteur, c'est-à-dire, ici, vous avez d'expliquer en texte, là, j'ai rajouté une diapo là, permettant d'expliquer de manière textuelle le phénomène de fluorescence X. Donc, je ne le lis pas là, parce que je pense que je l'ai expliqué en long et en large dans la dernière capsule avec des animations que je vais vous partager, soit dit en passant. Mais vous l'avez aussi en texte, l'explication en texte du phénomène de fluorescence X. Donc, vous avez ici la suite de l'explication où on voit bien ici, j'ai remis une autre image expliquant le fait qu'un électron d'une couche inférieure quitte l'atome par réception du rayonnement incident et un autre électron qui va remplacer et émettre un rayon X. Donc, les couches sont identifiées. La première, c'est la couche K, la deuxième, la couche L, la troisième, la couche M. Et on utilise une lettre grecque. Ça, je l'ai expliqué aussi à la dernière capsule. On utilise une lettre grecque, en l'occurrence alpha ou bêta, pour définir la provenance de l'électron. Donc, le K, c'est la destination de l'électron. Donc, quand un électron va dans la couche K, ben, on va identifier le rayonnement comme étant K, et quand que l'électron, sa provenance, provient de la couche L, donc la couche immédiatement au-dessus, on va utiliser la lettre alpha. Si l'électron provient de la deuxième couche au-dessus, donc mettons si sa destination c'est couche K et l'électron provient de la couche M, on va utiliser bêta. Donc par exemple, un électron qui proviendrait de la couche M, donc, donc, il est représenté en mauve en haut de l'atome et qui s'en va remplacer l'électron qui est parti sur la couche K. Donc, l'énergie entre ces deux niveaux-là, donc l'énergie dont a dû se débarrasser l'électron et l'émettre sous forme de photon, correspondant exactement à la même énergie. Donc, l'énergie de ce photon-là qui est émis, ça va s'appeler K bêta. Tandis que si l'électron provient, donc l'électron qui est représenté en turquoise à droite, donc s'il provient de la couche immédiatement au-dessus de la couche K, donc en l'occurrence si l'électron provient de la couche L, donc la destination est en K, donc le photon va s'appeler K, mais puisqu'il provient de la couche immédiatement au-dessus, donc on va utiliser la lettre grecque alpha. Donc, ça va être le photon K alpha. Donc, c'est comme ça qu'on distingue les possibilités d'énergie euh, provenant d'un atome. Parce qu'un atome peut émettre plusieurs rayonnements de rayons X, tout dépendant si ça correspond à un électron qui provient de la couche L pour aller à la couche K, ou provenant de la couche M pour aller à la couche K, ou ça peut être aussi un électron qui provient de la couche M pour aller à la couche L. Donc à ce moment-là, on va utiliser la lettre, on va identifier le rayonnement, le photon, comme étant L alpha, parce que la destination est L et que l'électron provient de la couche immédiatement au-dessus, la couche M. Donc on utilise la lettre grecque alpha. Donc ce serait L alpha. Donc lorsque on soumet un rayonnement X incident à un atome, théoriquement, il peut y avoir au moins 3 photons différents qui vont être émis par le même atome. Donc K alpha, K bêta ou L alpha, puis il peut même y en avoir d'autres, comme L bêta par exemple.
Donc ici, on parle le choix des raies mesurées. Donc, puisque un même atome peut émettre par fluorescence X plusieurs photons, K alpha, K bêta, L alpha surtout, ben, il faut déjà décider quelles longueurs d'onde vont être utilisées pour l'analyse des éléments. Donc, le critère, c'est qu'il faut que l'élément, le photon soit suffisamment énergétique pour être capable d'être détectable au détecteur. Donc, généralement, les longueurs d'onde, les photons qui sont générés par la destination vers la couche K sont plus énergétiques. Donc, de sorte que les photons K alpha et K bêta vont être très souvent utilisés en fluorescence X. Surtout pour les éléments plus légers qui sont analysables. Tout à l'heure, on va voir qu'en fluorescence X, on est limité par le poids atomique des éléments. De manière générale, plus les éléments sont légers, plus il est difficile de les analyser, de les distinguer, de les détecter et encore plus de les analyser. Donc, disons pour l'instant qu'à partir du K, ben là, on aurait peut-être dû utiliser le symbole Z ici, là. Une petite erreur. Là. Donc, Z, le numéro atomique. Voilà. Donc, à partir de Z égale 11, ce qui est le numéro atomique du sodium, jusqu'à potassium, qui est 19, qui sont considérés en fluorescence 6 comme des éléments légers, mais on va utiliser les raies K-alpha et K-bêta. Je dis les raies parce que vous allez comprendre tantôt de la façon dont on représente les résultats en fluorescence X, ça va donner des pics ou des raies. Mais pour l'instant, disons photons. Donc photons K-alpha et photons K-bêta. Pour les éléments plus lourds, donc jusqu'au lantane à Z égale 57 à partir du calcium, donc ça inclut la majorité des éléments métallurgiques comme le fer, le cuivre, le nickel, le zinc, par exemple, ben, on va utiliser les K-alpha, K-bêta et L-alpha et L-bêta peuvent intervenir dans les mesures aussi. Et pour les plus lourds, donc des lanthanides à partir du tungstène, donc les éléments beaucoup plus lourds, là, on parle de numéro atomique 74, c'est les K qui vont être utilisés aussi. Et pour non, les K, ça veut dire qu'ils ne sont plus mesurables. C'est ça que ça veut dire. Donc, on n'utilisera pas les K. Tandis que pour les métaux encore plus lourds, 72 à 83, bismuth à l'hafnium, donc on va utiliser les photons correspondant à M alpha, donc dont la destination est la couche M, la troisième. Ici, ce que je vous montre ici, c'est pas tellement important. Donc, c'est un tableau qui a beaucoup d'informations. Bon, mais c'est seulement des informations sur la source rayonnement X utilisée sur notre appareil, qui est une source au molybdène, dont le numéro atomique est Z égale 42. Ce sont les spectres d'émission lorsque le molybdène, qui est bombardé par des électrons dans la source de rayon X, ben, le molybdène va émettre quelques raies de photons, quelques photons de différentes longueurs d'onde, correspondant au K alpha, au L alpha, au K bêta aussi. Donc, vous les avez toutes ici avec les longueurs d'onde, avec les énergies. Donc, et puis le molybdène va émettre toutes ces raies-là. Sauf que lors de l'analyse, il y a un filtre qui va laisser passer que quelques longueurs d'onde là-dedans, une ou deux, qui va avoir la permission finalement de se rendre jusqu'à l'échantillon. Donc, normalement, là, on va utiliser les raies les plus énergétiques pour être capable d'exciter, d'exciter, oui, le plus d'atomes possible lors des analyses.
Ici, vous avez un graphique qui montre la distribution des longueurs d'onde et des énergies des différents atomes. Ça va du bar jusqu'aux atomes de poids atomique 90. On en identifie quelques-uns sur l'axe horizontal, là. Bar, carbone, azote, là. Ça va après ça en allant vers les plus lourds, manganèse, zinc, molybdène, étain, avec leur numéro atomique exprimé sur une échelle qui me semble être... non, c'est pas logarithmique, c'est linéaire. Donc, ben, presque logarithmique, oui. C'est une échelle logarithmique. Donc, les numéros atomiques sur l'axe X, ainsi que sur l'axe Y, ben, pour chacun des photons, chaque droite correspond à un photon. K alpha 1, par exemple, vous avez une droite qui correspond à K alpha 1. Ben, c'est la distribution des énergies ainsi que des longueur d'onde qui est exprimée en nanomètres sur l'échelle verticale à gauche, tandis que les énergies de ces mêmes photons-là, donc on sait que la longueur d'onde et l'énergie d'un photon, c'est intimement relié, c'est la même chose. Plus le photon, sa fréquence est élevée, donc plus sa longueur d'onde est longue, moins il est énergétique. Donc, exprimé en kilo électron-volt. Ben là, vous avez, mettons, si vous longez, si vous suivez la droite oblique bleue de K alpha 1, ben, on voit bien que plus les éléments sont lourds, plus l'énergie du photon K alpha 1 est élevée. Plus la longueur d'onde du photon est courte aussi, donc plus énergétique. Donc, ça veut tout simplement dire, le graphique montre tout simplement que plus les éléments sont lourds, plus ils émettent des photons énergétiques. Et à l'inverse aussi, plus les éléments sont lourds, plus le rayonnement incident doit être énergétique pour pouvoir créer le phénomène de fluorescence avec ces éléments-là. Donc, normalement, un système de fluorescence X doit donc générer un rayon X dont l'énergie en kiloélectronvolts doit permettre d'exciter les éléments suffisamment lourds pour pouvoir donner plus de latitude à l'appareil, plus de possibilités. Et vous avez aussi d'autres droites correspondant à d'autres photons, comme la L alpha 1, qui répond au même principe, en sorte que plus les éléments sont lourds, plus les photons correspondants sont énergétiques et de longueur d'onde plus courte. Donc, en gros, en résumé, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que pour ioniser un élément, donc pour être capable, autrement dit, de créer le phénomène de fluorescence X dans un élément contenu dans un échantillon, il est nécessaire que l'énergie du rayon X incident, on parle du rayon X provenant de la source, soit plus grande que l'énergie du rayonnement émis. Donc, autrement dit, là, il faut toujours que l'énergie du rayon X qu'on envoie vers un échantillon, euh, il va être capable de faire des effets de fluorescence des énergies plus petites que lui. Donc, autrement, ça veut donc dire que pour être capable de détecter les éléments les plus lourds, il faut donc que le rayon X incident soit d'autant plus puissant. Donc, pas de puissance en termes d'intensité, mais puissance en termes d'énergie de photon, de longueur d'onde de photon. Donc, par exemple, si je veux être capable de détecter du tantal dans un échantillon, je vais donc utiliser pour l'analyse un des photons pouvant être émis par le tantal. Mettons, si je décide d'utiliser le photon émis par l'électron qui passe de la deuxième à la première couche, donc autrement dit que le rayonnement incident, il doit avoir suffisamment d'énergie que lorsqu'il frappe un des deux électrons de la première couche de l'atome de tantal, que cet électron-là puisse recevoir suffisamment d'énergie pour quitter l'atome, de manière à ce que ce soit un électron soit de la couche au-dessus ou deux couches au-dessus qui aille le remplacer, de façon à ce que l'électron soit complètement parti. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, ça pourrait être un des 8 électrons de la deuxième couche. Donc, à ce moment-là, je vais tout simplement brancher mon portable. Désolé pour
la petite interlude. Voilà. Donc, pour que ici, le rayon incident, ce qui va arriver, c'est que là, dans ce cas-là, ça va être l'un des 8 électrons de la deuxième couche qui va aller remplacer l'électron disparu dans la première. Donc, à ce moment-là, ça va correspondre à l'énergie K-alpha 1. Donc, l'électron de la deuxième va se débarrasser d'une quantité bien précise d'énergie et émettre un photon, le photon K-alpha 1. Et l'énergie dont il doit se débarrasser, ce photon-là, qui correspond à la différence d'énergie entre le niveau 1 et le niveau 2 de l'atome de tantale, est de 57,6 kV. Donc, ça veut dire que si mon système veut être capable d'analyser la présence du tantale dans l'échantillon, il faut donc que ma source puisse fournir au minimum des photons d'énergie de 57,6 kV. Habituellement, c'est le cas de, je pense que c'est pas notre tube a une limite de 70 kV. Ici, c'est marqué 60 parce que dans la part du système, c'est 60 kV. Mais nous, notre système, je pense qu'il va jusqu'à 70 kV, ce qui nous permet d'analyser des métaux plus lourds que le tantale. Donc, ce qui est très difficilement mesurable en fluorescence X, c'est une limite qui est posée par le poids atomique de l'élément. Donc, de manière générale, c'est plus les éléments sont légers, plus c'est difficile de les détecter et de les analyser. En général, les atomes plus légers que le titane, donc on parle de poids atomique de 22, en descendant, ils sont plus difficiles à analyser, et ça pour trois raisons fondamentales. Premièrement, plus les éléments sont légers, plus le rendement de fluorescence est mauvais. Ils vont plutôt produire des électrons Auger. Donc, lorsqu'on émet un rayon de fluorescence, on dirige un rayon X vers un atome dans un échantillon, il y a deux phénomènes qui se produisent. Il y a l'émission d'électrons. Donc, il y a un électron qui va quitter l'atome, mais l'électron qui quitte l'atome, lui, il peut frapper un autre électron. Donc, il va y avoir un autre électron, un deuxième qui va quitter l'atome. Donc, ça, c'est ce qui peut arriver. Donc, l'énergie va plutôt produire des électrons au lieu de produire des photons. Donc, ce qu'on appelle des électrons Auger. Donc, le rendement de fluorescence X devient très mauvais. Donc, le rayonnement devient beaucoup plus faible pour les éléments plus légers, ce qui rend plus difficile la détection. Donc, les énergies des raies faibles, il manque un S ici. Donc, lorsqu'on parle de la deuxième raison pour laquelle c'est difficile de faire de la fluorescence X pour les éléments légers, c'est que les énergies des éléments plus faibles sont moins énergétiques. On l'a vu là, dans le graphique ici. Mettons, si on considérait là, à gauche du graphique, bord, carbone, azote, bon, les énergies sont beaucoup plus faibles. Et ça rend beaucoup plus difficile la détection au niveau du détecteur. Donc, le détecteur, dont on va parler tout à l'heure, pour bien fonctionner, il doit recevoir suffisamment des photons suffisamment énergétiques. Ce qui n'est pas le cas avec les éléments légers. Donc, ça, c'est la deuxième raison pourquoi c'est difficile en fluorescence X avec les éléments plus légers. Et l'autre raison, c'est que les raies des éléments sont proches. Donc, le détecteur, un certain type de détecteur, disons, en tout cas en l'occurrence celui qui est utilisé sur notre appareil au département, n'arrive pas à distinguer les différentes énergies provenant des éléments légers entre eux. Donc, on va le voir encore sur le graphique, là. Remarquez, là, que les différences d'énergie, mettons, si vous partez, là, je vous invite à prendre la droite bleue, à aller au coin complètement à gauche en haut, et aller lire l'énergie auquel ça correspond, par exemple, le bord.
Donc le bar, lui, il a une énergie d'environ, disons, là, si on lit, là, on tombe sur 0,2 kV. Après ça, si on va sur carbone, au numéro 6, puis qu'on va lire sur la même droite, puis qu'on va lire horizontalement à quelle énergie ça correspond, mais ça correspond environ quelque part entre 0,3 et 0,4. Donc, une différence entre 0,3, 0,4 puis 0,2, c'est pas tellement grand. Donc, ça fait que les énergies sont presque semblables. Et il y a différents types de détecteurs, comme celui qu'on utilise au département, il ne sera pas capable de faire la distinction entre ces deux photons-là. Ils se ressemblent trop au niveau des énergies. Par exemple, si vous comparez, par exemple, le zinc avec le manganèse, mais regardez la différence entre les énergies, là, c'est plusieurs unités. Là. Donc, les énergies sont beaucoup plus différentes. Le système va être mieux capable de les distinguer. Donc, ça, c'est la troisième raison pour laquelle c'est difficile, voire même impossible, en fluorescence X, d'analyser de manière fiable les éléments légers. Donc, on peut y arriver avec certains systèmes d'être capable d'analyser jusqu'avec une certaine précision des éléments plus légers que le sodium. Donc, mais ça prend des conditions particulières, comme par exemple travailler sous vide par exposition à l'azote. Parce que l'autre raison que je n'ai pas expliquée aussi, j'aurais peut-être pu le rajouter, là, c'est que les photons de faible énergie qui sont émis par les éléments légers, l'autre raison pour laquelle ça peut être difficile, c'est que entre le détecteur et l'échantillon, il peut y avoir de l'air et les longueurs d'onde plus longues et moins d'énergie sont plus faciles à absorber par l'air. Donc, pour essayer de minimiser l'effet d'absorption, on va utiliser soit des systèmes qui vont travailler sous vide ou soit sous atmosphère non absorbante ou transparente, comme par exemple un gaz comme l'hélium. Donc, de sorte que des éléments plus légers, comme le bore ou le carbone, ça peut être possible dans certaines conditions bien spécifiques. Donc, on peut utiliser un gaz comme l'hélium qui va nous permettre d'analyser du titane, en bas du titane jusqu'au sodium. Donc, du potassium jusqu'au sodium avec l'hélium. Et là, ça m'amène à vous présenter maintenant les deux versions d'appareils qui existent sur le marché en matière d'analyse par fluorescence X. Donc, ils se différencient de manière fondamentale par le système de détection. Et donc, les deux versions d'analyse en fluorescence X sont, en première, le système par énergie dispersive, qu'on appelle communément EDS, pour Energy Dispersive System. Et l'autre version, c'est le WDS pour Wave Dispersive System, système par longueur d'onde dispersive. Donc, il y a le système par énergie dispersive et par longueur d'onde dispersive. Donc, ce sont les deux manières. Et nous, au département, vous avez reconnu notre appareil. C'est un appareil qui fonctionne par énergie dispersive. Donc, je vais commencer par expliquer notre système de détection à nous. Donc, en EDS, le type de détecteur qui est utilisé sur notre système, là, je vais juste reculer un petit peu, si vous permettez. Là. Je vais permettre de... Je crois que j'ai fait une erreur d'insertion. Non, c'est pas ici. Ok, non, c'est correct. C'est beau. Donc, le type de détecteur utilisé dans notre appareil, c'est un détecteur, en français, ça s'appelle détecteur à dérive en silicium. Et en anglais, c'est Silicon Detector, Drift Detector. Donc, Silicon Drift Detector. C'est pour ça qu'on utilise l'abréviation SDD. En français, à dérive en silicium. Donc,
Le détecteur qui est utilisé dans l'appareil fluorescence X, c'est une nouvelle technologie qui date d'à peine une vingtaine d'années, ce qui est relativement nouveau dans le domaine quand même. C'est un détecteur qui est capable de faire deux tâches en même temps. Donc, ce qu'il fait, c'est que, en premier lieu, il distingue chaque longueur d'onde pour la reconnaissance des éléments présents dans l'échantillon. Donc, le détecteur fait le travail dit qualitatif, c'est-à-dire qu'il est capable de différencier les différents photons de par leur énergie, de par leur longueur d'onde. L'autre travail que le détecteur fait, à l'aide d'un système électronique qui lui est intégré, c'est qu'il va comptabiliser le nombre de fois que chaque longueur d'onde frappe le détecteur. Ça va lui permettre de faire l'autre aspect de l'analyse, en l'occurrence l'analyse quantitative. Qui va donc, le détecteur fait un travail de détection, c'est-à-dire que s'il y a du nickel dans un échantillon, il va être capable de nous dire, ah, il y a du nickel dans l'échantillon. Et le même détecteur est capable de faire l'analyse quantitative, donc de dire il y a combien d'atomes de nickel dans l'échantillon, ou plus exactement la concentration massique. Donc, ce même détecteur fait deux tâches à la fois, soit l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Là, je montre une image, une représentation du détecteur qui est constitué d'une anode et de plusieurs cathodes. C'est composé de silicium et de lithium, très pur. Donc, silicium pur et lithium pur. Donc, c'est une composante électronique assez sophistiquée. Bien entendu, on n'est pas ici en génie électrique, donc je ne me mettrai pas à expliquer en détail la conception du détecteur. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qui va suivre ici. On va résumer un petit peu le système de travail, le principe de travail du détecteur. Donc, pour faire l'analyse quantitative, le détecteur, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, lui, il y a un photon qui arrive sur lui, donc un photon de fluorescence X provenant de l'échantillon. Il va frapper le détecteur. Donc, en frappant le détecteur, le photon, il va frapper les électrons de silicium, des atomes de silicium du détecteur. Donc, il frappe les électrons des couches électroniques des atomes de silicium. Chaque élément provenant de l'échantillon, donc il faut se souvenir que chaque élément dans l'échantillon va émettre son photon à lui d'une énergie bien précise, et donc d'une longueur d'onde et d'une énergie qui lui est propre. Le photon arrive sur le détecteur et l'énergie du photon est transférée à l'électron du silicium, à un des électrons de la couche électronique du silicium. Et, tout dépendant de l'énergie du photon, l'électron de l'atome de silicium, de silicium va quitter l'atome de silicium du détecteur et être apporté à un autre endroit sur le détecteur. Et là, vous voyez sur l'image en haut à gauche, à droite, c'est-à-dire, donc, vous voyez qu'il y a un photon qui arrive. Et puis, tout dépendant de l'énergie du photon qui arrive dans le détecteur est représenté en gris, et les petites boules que vous voyez, là, les trois, ce sont des électrons des atomes de silicium. Mais si le photon est très énergétique, l'électron va recevoir plus d'énergie et il va être transféré plus loin dans le détecteur. Donc, le détecteur, là, il est divisé en zones circulaires et l'électron va être chargé. Il va avoir une plus grande vitesse, plus grande énergie cinétique, puis il va pouvoir aller plus loin. Donc, le détecteur est donc capable de dire quelle énergie a permis à l'électron d'aller franchir une certaine distance dans le détecteur, parce que le détecteur, lui, arrive dans une zone qui détecte sa présence et en mesure donc de dire quelle énergie a permis à l'électron de se rendre jusqu'à cette position-là. Donc, je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, là, mais ça permet au système de dire quelle énergie est arrivée sur le détecteur. Donc, quel photon. Et le système est assez précis pour avoir une très bonne idée du niveau d'énergie du photon et donc, par le fait même, de dire quel élément a émis ce photon-là.
Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, le principal trait distinctif d'un détecteur SDD est le champ transversal. Transversal, ça veut dire dans le sens du rayon. Vous voyez que c'est concentrique, là, généré par une série d'électrodes annulaires qui, eux, sont positionnés de manière à recevoir des électrons. Et tout dépendant de quel anneau a reçu l'électron, ça donne l'information de quelle énergie a permis à l'électron de se rendre jusqu'à l'anneau en question. Donc, on appelle ça une dérive parce que l'électron, il est dérivé. Donc, il quitte son atome principal et il est dérivé vers une des électrodes en périphérie de la zone centrale du détecteur. Donc, la distance de dérive, ou ce que vous voulez, la distance parcourue par l'électron excité de silicium, et donc le lieu de collecteur dépend de l'énergie et donc permet la reconnaissance du photon et de l'élément l'ayant émis. Donc, je n'irai pas plus profondément que ça dans le détecteur parce qu'on n'est pas ici pour devenir des spécialistes en électronique. Et là, j'aborde maintenant de quelle façon que ce même détecteur-là va faire l'analyse quantitative. Ben, c'est relativement plus simple à comprendre ici. C'est que l'électronique du détecteur, il permet de compter le nombre de fois que chaque photon d'une énergie précise et donc provenant d'un élément précis arrive au détecteur. Donc l'électron dont on parlait tout à l'heure, qui est frappé par un photon puis qui se rend à un endroit précis dans une anneau précise, ben le détecteur, lui, dans un temps donné, mettons si l'analyse dure 5 minutes, ben il va compter le nombre de fois qu'un électron arrive sur l'anneau. Donc, autrement dit, il va compter le nombre de fois que le photon arrive. Et plus le photon arrive souvent, ça veut donc dire que le nombre d'atomes de l'élément en question qui a émis le photon sont d'autant plus nombreux, donc d'autant plus concentrés dans la zone d'exposition du rayon X dans l'échantillon. Donc, on compte le nombre de fois. Le détecteur, lui, est relié à un préampli de comptage qui compte simplement le nombre de fois que ce photon-là arrive au détecteur. Et tous les photons d'énergie différente sont comptés exactement de la même façon. Voilà. Et là, comment toute l'analyse elle est représentée maintenant? Ben, vous voyez, c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on appelle un spectre de fluorescence X. Et là, vous voyez une série de raies ou de pics, si on veut. Et chaque pic correspond à une énergie provenant d'un photon provenant d'un élément. Donc, les différentes énergies ou les différentes longueurs d'onde des différents photons, des différents éléments, ils sont distribués sur l'axe horizontal. Donc, un spectre de fluorescence X, ça peut exprimer, l'axe horizontal peut exprimer de deux, même de trois manières, soit en énergie, soit en longueur d'onde ou soit en fréquence du photon. Mais très généralement, lorsque vous consultez la littérature ou dans les appareils, c'est exprimé en énergie. Donc, c'est comme ça que c'est distribué. Et là, vous êtes en mesure de voir euh, que un élément, OK, il peut être représenté par plus qu'un pic. Comme par exemple, regardez le nickel. Donc, si vous prenez le premier, 2, 3, 4, 5, 6, le septième pic, il appartient au nickel, puis une flèche verte. Mais ça, si on voit la légende en haut à droite, on voit que cette énergie-là correspond au photon K-bêta de l'atome de nickel. Donc, c'est l'électron qui est parti de la troisième couche pour aller remplacer un électron à la première couche de l'atome de nickel. Donc, la différence d'énergie entre ces deux niveaux-là correspond bien entendu à l'énergie dont l'électron a dû se débarrasser, qu'il a donc émis sous forme de photon, ayant exactement la même énergie, qui est positionnée sur l'axe horizontal, à l'énergie correspondante dans le système de graduation. Et vous voyez que le nickel, il revient là pas longtemps après, un deuxième raie correspondant au nickel, avec une flèche rouge. Mais ça, c'est la K-alpha, la K-alpha du nickel, qui a une énergie moins grande. Donc, c'est certain que
La différence d'énergie entre le troisième et le premier niveau est plus grande que la différence d'énergie entre le deuxième et le premier niveau. Et là, ici, il faut porter attention au fait que sur l'axe, les énergies vont en décroissant. Ça veut dire les fortes énergies, vous allez les avoir à gauche. Donc, c'est en ordre décroissant. Et les faibles énergies à la partie droite du diagramme. Et si on se déplace encore, il va y avoir une troisième raie appartenant au nickel, celle qui est représentée là, par une flèche jaune, qui, elle, correspond à un photon encore moins énergétique. Okay? C'est la co-alpha du deuxième ordre. Parce qu'il y a un deuxième ordre qui peut être provoqué. Ici, on n'aura pas ça sur le système EDS, un deuxième ordre. Mais on l'a sur une autre version, sur les WDS, il va y avoir un deuxième ordre. Mais ça, je ne veux pas pousser ça plus loin. Là. C'est pas vraiment important dans l'analyse à fluorescence X. Et là, vous allez avoir tous les éléments qui vont donc être placés, les énergies des K-alpha, des K-bêta, de tous les éléments détectés qui vont être ainsi placés au bon endroit. Donc, on voit clairement, on distingue clairement chacun des pics, donc permettant une analyse qualitative, fiable et convenable. Et l'autre chose aussi, c'est que non seulement on a l'analyse qualitative, qui représente la position des pics sur l'échelle horizontale, mais il y a aussi l'aspect quantitatif et qui correspond à la hauteur des pics. Donc, tantôt, j'ai expliqué qu'il y a un compteur. Chaque photon, on compte le nombre de fois qu'il arrive au détecteur. Et plus il y a d'atomes dans l'élément, plus le photon arrive souvent au détecteur. Plus la fréquence d'arrivée est grande. Donc, les systèmes, eux autres, ce qu'ils font, ça, vous allez être en mesure de le voir lorsque vous allez faire votre laboratoire de fluorescence X, ou si vous l'avez fait, c'est que lorsqu'on fait une analyse, on peut voir en direct l'analyse, on peut voir se construire en direct le spectre. Donc, on commence à voir apparaître les pics, puis les pics, ils montent tranquillement. Et la montée des pics est d'autant plus rapide que l'élément est concentré dans l'échantillon. Donc, à chaque fois qu'un photon arrive au détecteur, ben, le pic monte d'une petite fraction en hauteur. Mais si le photon arrive très très souvent, ben, le pic monte très rapidement. C'est qu'au final, au bout de 3, 5, 10 minutes d'analyse, dépendant des méthodes qu'on utilise sur notre appareil, ben, au final, la hauteur finale du pic va être d'autant plus élevée que l'échantillon, le nombre d'atomes exposés de cette longueur d'onde-là va avoir été élevé et donc la concentration, la présence de l'élément et donc sa concentration massique est importante dans l'échantillon. Donc ça, c'est le principe de base de la méthode. Ensuite, la hauteur des pics, là, je reviens, excusez-moi en arrière, là, vous voyez les chiffres là, qui sont exprimés sur l'axe vertical, c'est le nombre de comptes. Parce que le nombre de fois que le photon arrive, il est compté très rapidement. Ce n'est pas des 4-5 fois, c'est plusieurs milliers, là, plusieurs dizaines de milliers. Donc, vous voyez les chiffres ici. Là. Donc, on compte par coup de milliers, comme ça. Et puis, on utilise cette fréquence-là, ou ce nombre de fois-là, ou ce nombre de coups de chaque photon qui est arrivé, et on utilise une courbe de calibration qui est elle-même obtenue à partir de standards qui contient les éléments analysés en concentration connue. Donc, la fluorescence X, comme beaucoup d'autres systèmes d'analyse, c'est un système d'analyse qui est basé, dont l'analyse quantitative est basée sur la comparaison. Donc, on compare l'intensité des échantillons inconnus de chaque élément avec l'intensité obtenue sur des standards de concentration de l'élément connu. Et donc, le nombre de comptes et donc qu'on obtient, on utilise, mettons, une droite comme ça de calibration et on va en déduire à partir de la droite. On va lire sur la droite, on va lire la concentration correspondante. Donc, c'est comme ça qu'au total, le système fonctionne là, au niveau de son analyse quantitative, avec une courbe de calibration. Et chaque élément possède sa courbe de calibration.
De sorte qu'on a donc besoin, à intervalles réguliers, de calibrer l'appareil à fluorescence X. Et il y a deux types de calibration qu'il faut faire. Donc, il y a une calibration MCA, ou énergie canal, multi-channel, que ça veut dire analysis, ça veut dire le MCA. Donc, ça doit être fait systématiquement une fois par semaine. Même si l'appareil n'a pas été analysé, on doit le faire une fois par semaine. Et qu'est-ce que ça calibre? Ça calibre le compteur. Donc, la composante qui compte les différents photons, la fréquence d'arrivée des photons, c'est ce que le MCA va calibrer. Donc, il permet la précision sur l'analyse quantitative. Donc, on calibre l'aspect quantitatif en faisant la calibration MCA ou énergie canal. Et il y a aussi la calibration dite globale qu'il faut faire, mais celle-là a une fréquence moins grande, une fois par mois. Donc là, on va calibrer le compteur d'énergie qualitatif. Donc, on va calibrer, autrement dit, tantôt je vous parlais des électrons là, qui étaient transférés. Là. Donc, ça calibre le nombre d'électrons nécessaires pour permettre l'évaluation de l'énergie du photon. Donc, on calibre, autrement dit, l'aspect qualitatif, la reconnaissance des éléments. Voilà. Si on va un peu plus en détail là, concernant la façon de faire la calibration, on a besoin de standards à chaque fois. Donc, la calibration MCA se fait avec un seul standard, une pastille noire avec un cercle jaune, qu'on fait une fois par semaine. Et on fait l'analyse au centre du cercle jaune. Donc, on dit au système qu'on fait une calibration, puis là, le système va se recalibrer. Il va faire une analyse, ça prend une dizaine de minutes environ, et le système se recalibre. Tandis que pour faire la calibration globale, on a besoin de deux standards, deux pastilles, une blanche et une noire. Et on va placer les deux pastilles une à côté de l'autre sur le plateau d'analyse et on va analyser, le système va analyser à tour de rôle le centre des cercles pour faire la calibration globale et donc la calibration de l'aspect qualitatif du système. Je vais faire une parenthèse sur les principes de préparation des échantillons en analyse par fluorescence X. Les échantillons n'ont pas besoin d'être préparés tels quels, contrairement à la spectrométrie à émission optique pour laquelle les échantillons doivent subir une préparation quand même assez minutieuse. Donc on a vu qu'en spectrométrie par émission optique par étincelage, les échantillons doivent être surfacés avec un tapis de surfaçage adéquat, empêcher toute contamination avec une certaine rugosité pour permettre le réamorçage de l'arc électrique, un échantillon très plat. Donc, ça prend quand même une préparation minutieuse de l'échantillon en spectrométrie par émission optique. Ce qui n'est pas le cas en fluorescence X. Donc, en fluorescence X, l'échantillon ne requiert aucune préparation particulière. On peut mettre n'importe quoi, une bague, un morceau de roche, tel quel, sans surfaçage, sans préparation chimique ou quoi que ce soit. Par contre, on est limité peut-être un peu sur la grosseur de l'échantillon. Du moins avec notre appareil à nous, là, on ne peut pas mettre des très grosses pièces parce que la chambre est limitée. Donc normalement, la masse maximum qu'il faut déposer sur le plateau là, pour ne pas briser l'appareil, c'est 3 kg. Donc on est limité sur la taille. Dans certains cas, ça prend une certaine préparation lorsqu'on veut analyser des poudres, par exemple. En fluorescence X, il faut que la poudre soit homogène. Donc, ou les verres obtenus par dissolution du matériau, ou des liquides qui doivent être mis dans une coupe qui va absorber, qui ne laissera pas passer le rayon X en dessous. Mis à part ça, là, ça c'est des situations plus particulières. On n'a pas besoin de faire de préparation au niveau de la fluorescence X. Et là, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce qui distingue le système EDS on utilise au cégep, au département, et de l'autre version qui est la WDS, dont je vous ai
fait que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, je vais rentrer, je vais prendre le temps maintenant d'en faire clairement la différence entre les deux systèmes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un schéma de notre appareil, EDS. Donc, la source à rayon X. On dirige le rayon X provenant de la source vers un échantillon, le sample, qui est l'échantillon. Et là, vous voyez que c'est le rayon X incident, il est monochromatique. Ça veut dire une seule longueur d'onde qui est choisie parmi les quelques longueurs d'onde émises. Dans notre cas, à nous, c'est du molybdène, la source. Donc, on utilise une longueur d'onde, représentée en noir, qui est dirigée vers l'échantillon. Et puis, qui va donc pénétrer jusqu'à une certaine profondeur dans l'échantillon et exciter les atomes dans la zone exposée, faire l'effet fluorescence. Et chaque élément va réémettre sa propre longueur d'onde. Donc, c'est pour ça qu'à la sortie de l'échantillon, vous voyez des lignes représentées par différentes couleurs et différents types de traits pour dire que tous les éléments présents vont émettre des longueurs d'onde différentes, des énergies différentes. Chaque photon, donc, puis même que des éléments vont, comme on l'a vu tantôt, vont émettre deux ou trois même photons différents d'énergie différentes. Et tout ça va être envoyé vers le détecteur représenté en vert. Et on a expliqué maintenant comment le détecteur est capable à la fois de faire la distinction des différentes longueurs d'onde et faire l'analyse quantitative de chacune des longueurs d'onde. Tout ça va être analysé, donc le signal va être amplifié et analysé renvoyé vers l'ordinateur qui, lui, va utiliser une courbe de calibration. Premièrement, le système va pouvoir représenter, là, vous voyez là, sur l'écran de l'ordinateur, les différents pics, les différents traits propres à chacun des photons provenant de chacun des éléments qui sont distribués en énergie ici. Et aussi, le logiciel permet d'utiliser une courbe de calibration pour utiliser la hauteur des signaux, la hauteur des pics, pour en arriver à la toute fin à une évaluation de la concentration massique des éléments. Et là, vous voyez en bas là, les différents traits là, qui sont distribués là, sur une échelle d'énergie en axe horizontal. On voit que les raies sont relativement larges. Tantôt, je vais l'expliquer que c'est une limitation de la version EDS du système. Le WDS, lui, est différent sur sa façon d'analyser le signal. Donc, premièrement, au départ, c'est la même chose. On a un tube à rayon X, qui est représenté en jaune ici, qui est envoyé monochromatique aussi encore, envoyé vers l'échantillon. Et là, vous avez les effets de fluorescence X qui sont. Mais là où ça commence à être différent, c'est que les différentes longueurs d'onde provenant des différents éléments sortant de l'échantillon, au lieu d'être envoyés directement vers un détecteur, ils sont envoyés vers un cristal diffractant. Donc, Analyzing Crystal ici, là. Et que fait ce cristal-là? Ben, il va faire en sorte que seulement une longueur d'onde ou un photon, si on veut, puisse arriver au détecteur qui est représenté en vert. Donc, le détecteur ici, il est différent du détecteur en EDS. C'est un détecteur CCD qui est utilisé. Et les détecteurs CCD, c'est les mêmes détecteurs qu'on a le spectromètre à émission optique. Eux aussi sont à base de silicium, mais sont construits différemment, sont plus simples que les SDD. Ces détecteurs-là ne sont pas capables de différencier les différents photons. Ils font juste analyser l'intensité du photon. Donc, autrement dit, ils ne sont capables de faire que de l'analyse quantitative. Ils ne sont pas capables de distinguer les différents photons. Donc, vous voyez sur l'image, il y a seulement une des couleurs qui sort du cristal d'analyse, le bleu, qui sera au détecteur. Toutes les autres couleurs ou tous les autres photons, eux, ils restent coincés dans le cristal et seule la longueur d'onde bleue va être détectée. Là, vous allez me dire, OK, mais là,
Comment je fais, moi? Mettons, c'est le bleu, c'est le nickel. C'est le cas alpha 1 du nickel. Puis s'il y a du cuivre dans l'échantillon, ben, il n'apparaîtra pas sur le système, il n'est pas détecté. Ben non, pas à ce moment-là. Mais regardez le 2θ. Il y a un angle entre, vous voyez, le cristal d'analyse, il est à un certain angle par rapport à l'échantillon et au détecteur. Il y a un angle 2θ. Mais il s'agit de modifier l'angle du cristal par rapport au plan de l'échantillon et par le fait même par rapport au plan vertical du détecteur pour que ce soit une autre longueur d'onde qui se rende au détecteur. Donc, c'est par effet de diffraction X qu'on arrive à faire en sorte que on va analyser une longueur d'onde à la fois. Donc, en faisant varier de manière automatique, le système il va faire tourner l'analyse, le cristal d'analyse, pour qu'à tour de rôle, chaque photon ait la chance d'arriver au détecteur et d'être analysé par séquence. Notre appareil à diffraction X, ça, ben, je le montrerai à ceux qui s'en vont en contrôle. Là. On est capable de faire un effet de fluorescence X avec notre appareil à diffraction X parce que ça fonctionne par diffraction. Là, je ne plongerai pas dans le phénomène de diffraction X, ça sort du cadre de ce cours-là. Mais disons que ça permet à certaines longueurs d'onde, en fonction de certains angles, de pouvoir sortir de l'échantillon, ce que ne permet pas de faire d'autres longueurs d'onde. J'arrête ça là. Et vous voyez là la différence entre les deux. Et là, ça crée des différences au niveau, ça crée des avantages et des inconvénients propres à chacune des versions, EDS versus WDS. Donc ici, là, j'ai une autre image là, pour compléter mon explication sur le WDS. Vous voyez le rayon fluorescence X, là, donc qui arrive, qui est à gauche, qui arrive, ça provient de l'échantillon. Il s'en va sur toutes les longueurs d'onde mélangées ensemble. Ça s'en va sur le cristal diffractant, le cristal analyseur. Et lorsque le cristal est à un certain angle, ben, dans le fond, toutes les longueurs d'onde vont sortir de l'échantillon. C'est juste que, vous voyez ici, là, il y a le détecteur, il est placé à un certain endroit, à un certain angle par rapport au plan du cristal, qui fait en sorte qu'il est placé de telle sorte pour ne recevoir qu'une seule longueur d'onde, donc la verte. Et pour aller détecter et pour aller analyser les autres longueurs d'onde, il va falloir que le cristal ou le détecteur puisse tourner pour aller à tour de rôle analyser chacun des photons. Donc, aller analyser l'intensité de chacun des photons et faire donc l'aspect qualitatif, il est garanti de par la modification de l'inclinaison du cristal analyseur par rapport au détecteur. Et la partie quantitative, elle est finalement garantie par le fonctionnement du détecteur. CCD. Voilà. La loi de Bragg que vous voyez ici, là, ça sort du cadre du cours d'analyse chimique de base. Mais ceux qui s'en vont en contrôle à l'automne prochain, non, ça va être à l'autre hiver. Donc à l'hiver de l'année prochaine, on va vous enseigner la loi de Bragg parce que c'est le principe sur lequel repose l'analyse par diffraction X. Je vais juste prendre encore quelques minutes, parce que je ne veux pas dépasser un certain temps pour la capsule. Je suis déjà rendu à 58 minutes. Donc je vais m'arrêter ici et je poursuis pour cette même semaine-ci avec une deuxième capsule.